Bonjour les parents verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Mélie Rousseau. Mélie est coordinatrice nationale du projet FAY, Femmes enceintes, environnement et santé, et responsable du pôle périnatalité à l'APPA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. On discute notamment de bonnes pratiques pour les femmes enceintes, du rôle du coparent, des pièges du marketing spécial bébé et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles, et je vous amène Mélie Rousseau. Aujourd'hui, je suis avec Mélie Rousseau. Mélie, merci de te joindre à moi. Bonjour, merci pour la proposition d'échange. J'ai souhaité échanger avec toi à propos du projet FAY, qui produit de nombreux contenus utiles pour les parents et les futurs parents. Et alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Non, je n'ai pas de lien d'intérêt par rapport à cette thématique-là. Ok, très bien. Pour commencer, si tu veux bien, je te propose de présenter ce sur quoi tu travailles et les enjeux associés en santé environnementale. Oui, donc moi je travaille à l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Donc c'est une association qui est nationale, qui est scientifique et qui est reconnue d'utilité publique. Donc moi je suis sage-femme de formation, mais au sein de la PPA, je travaille comme responsable du pôle périnatalité et santé environnementale. Donc je coordonne le projet FAY, donc Femmes enceintes, environnement, santé, et notamment l'équipe de formateurs qui intervient dans le cadre de ce projet. Donc le projet FAY, c'est un projet qui est né en 2011 dans la région Nord-Pas-de-Calais et donc il s'intéresse à différents champs de la santé environnementale et particulièrement les expositions domestiques, l'air intérieur, l'alimentation et les cosmétiques. Et on va s'adresser donc particulièrement aux parents de jeunes enfants, aux femmes enceintes, pour prévenir les expositions pendant la période qu'on appelle les 1000 jours, donc de la fécondation jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Ça va vraiment être notre public cible dans le cadre de ce projet. Donc on a mis en place différentes actions. Comme tu l'as dit, on propose du contenu directement pour les futurs et jeunes parents, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, ou du contenu papier. Et on a aussi un axe formation des professionnels de santé qui sont vraiment des interlocuteurs privilégiés des futurs et jeunes parents. Ok, tu parlais des 1000 premiers jours. Souvent, c'est associé à la notion d'origine développementale des maladies, qu'on connaît souvent sous l'acronyme anglais DOAD. Est-ce que ce serait l'occasion avec toi de briefer? Est-ce que tu veux bien nous faire un petit brief sur ce sujet? Oui, alors effectivement, ça rentre dans le paradigme qu'on appelle la DOAD, les origines développementales de la santé et des maladies. Donc ça implique que les expositions qu'on va avoir pendant les périodes précoces de la vie in utero ou de la petite enfance vont pouvoir avoir des répercussions sur la santé à court, moyen ou long terme. C'est vraiment ça qui est intéressant dans cette notion-là, c'est que c'est pas uniquement sur les issues de la grossesse, mais c'est aussi sur la santé de l'adulte en devenir. Et donc il y a une vulnérabilité particulière au niveau du fœtus, au niveau des jeunes enfants, qui fait que ces expositions vont être davantage délétères que si on était à d'autres périodes de sa vie. Donc ça concerne par exemple les perturbateurs endocriniens, mais pas seulement, ça peut être aussi différents types de polluants qu'on va pouvoir avoir dans notre environnement. Et donc l'idée derrière tout ça, parce que ça peut être un petit peu angoissant pour les parents qui nous écoutent, c'est de se dire que c'est aussi une période d'opportunité pour mettre en place des bons comportements et se dire que tout ce qu'on va mettre en place pendant cette période des 1000 jours va aussi avoir un impact positif sur le reste de la vie. Ouais, j'aime bien que tu soulignes ça. Effectivement, quand on a une grande sensibilité aux conditions initiales, ça peut aller dans des sens préoccupants, mais aussi dans des sens très positifs. Et on peut voir effectivement ça comme une fenêtre d'opportunité également. Bon, je te propose qu'on passe comme classiquement dans mes interviews, assez vite sur la partie pratique. En fait, une des missions que vous avez, notamment dans le projet FAY, c'est de sensibiliser à des bonnes pratiques de santé environnementale. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples et puis peut-être aussi par la même occasion, une question qui revient souvent, c'est mais par où je commence? Si tu avais un éclairage là-dessus, je serais preneur. Alors, quelques exemples, il y en a vraiment beaucoup. Alors, on a une fiche 10 conseils pour essayer de synthétiser, mais en réalité, il y a déjà beaucoup plus que 10 conseils. Ceux sur lesquels on revient le plus souvent, ça va par exemple être pour l'air intérieur, l'aération. Donc le fait d'aérer quotidiennement son logement, on sait que c'est un des gestes les plus simples, les plus faciles à mettre en place, qui n'est pas coûteux. C'est vraiment juste une habitude à prendre au quotidien et que ça a une réelle efficacité. Ça s'est démontré dans des études, hein, que quand on aère régulièrement son logement, il y a certains taux de polluants à l'intérieur qui vont diminuer et on retrouve ça également dans les études sur les imprégnations en polluants. Donc c'est pas juste sur des mesures dans l'environnement domestique, c'est aussi
aussi sur les biomarqueurs qu'on va aller rechercher, par exemple, dans les urines de participants aux études. Donc l'aération, c'est un conseil sur lequel on insiste énormément. Pour l'alimentation, ce sera par exemple le fait de ne pas réchauffer dans du plastique, le fait de bien éplucher, laver les fruits et légumes avant de les consommer, d'abord les laver, après les éplucher. Des petits gestes simples pour les cosmétiques, c'est de diminuer au maximum le nombre de produits cosmétiques qu'on utilise tous les jours, d'éviter dans la mesure du possible certaines pratiques, par exemple comme les vernis à ongles, les colorations. On sait que là, ça concentre énormément de polluants et qu'il y a peu d'alternatives satisfaisantes. Donc voilà, on hiérarchise après ces conseils en fonction des problématiques des personnes. Et par quoi démarrer? C'est une question qui est très intéressante parce que justement, c'est un champ très vaste, donc on peut vite se sentir dépassé par l'ampleur des choses à mettre en œuvre. Donc l'idée, nous, ce qu'on demande aux professionnels qu'on forme, c'est d'abord d'écouter les besoins de la personne. Il faut démarrer par ce dont on a besoin. Donc si on se posait des questions, qu'on était inquiet par rapport aux expositions polluantes dans l'air intérieur, eh bien on démarre par ça, même s'il y a bien d'autres choses. Si on aime cuisiner, on aura peut-être plus envie de démarrer par des conseils sur l'alimentation. Et donc, c'est bien de démarrer par ce qui nous donne envie, ce qu'on trouve simple, ce qu'on trouve cool, des fois à mettre en place, se dire ça, finalement, ça me coûte moins cher, c'est plus simple. Il faut que ce soit attractif comme conseil. C'est vraiment ce qu'on va recommander. Et puis après, petit à petit, pas à pas, on va intégrer d'autres conseils, d'autres thématiques et les choses vont se faire naturellement. Parmi l'océan, parfois, ça peut être un peu perçu comme ça, d'informations contradictoires. Effectivement, ce qu'il y a d'appréciable, c'est que non seulement vous faites une sélection de ce qui est fondé sur les preuves, et puis effectivement, il y a ce côté pas à pas que je vous ai vu mettre en avant. Il y avait quelque chose que j'appréciais particulièrement dans des interventions que je t'ai vu faire, c'est que tu replaçais les bonnes pratiques que tu donnais dans des principes généraux qui étaient assez transversaux et qu'on pouvait appliquer à différents domaines. Je vais redonner celui que j'avais en tête, que j'ai bien aimé, je crois que c'était sur les produits cosmétiques de mémoire. Tu disais, en fait, on va d'abord questionner le besoin avant de se poser plein de questions sur des détails. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Et déjà, ça enlève un grand nombre de produits. Ensuite, tu disais, on va prioriser. C'est pas la même chose si je le fais sur un bout de peau ou si je vais considérer, je sais pas, la surface, une surface de peau très importante sur mon bébé. Une fois que j'ai ça, j'ai déjà enlevé pas mal de choses. Ensuite, je vais essayer de voir si je peux avoir diminué les dangers avec des labels ou ce genre de choses-là. Et puis, essayer de diminuer les expositions après, moins de spray, moins de surface. Enfin, je trouvais qu'il y avait des étapes de méthode qui étaient génériques et puis transposables à plein de sujets différents. Oui, c'est exactement ça. On invite vraiment les personnes à hiérarchiser leurs expositions. On fait ce travail-là avec les professionnels de santé pour qu'ils aient la méthode et qu'après ils puissent le refaire avec les futurs et jeunes parents. Et on le fait aussi directement avec les futurs et jeunes parents dans les ateliers. On sait qu'on ne peut pas tout changer. Par exemple, les cosmétiques, ça s'y prête bien. On a énormément de cosmétiques chez soi. On sait que c'est 18 cosmétiques utilisés par jour par une femme enceinte en moyenne, d'après une étude de Ficheux. On ne peut pas changer ces 18 cosmétiques du jour au lendemain. Donc, on propose quelques questions pour hiérarchiser ces expositions et voir par quoi on commence vraiment quand on s'intéresse à une question précise comme les cosmétiques. Et donc, la première, c'est celle que tu as dit, c'est est-ce qu'on en a besoin? Ça s'applique à tout. Dans l'air intérieur, ce serait ce qu'on a besoin de diffuseurs de parfums, par exemple, dans le logement. Peut-être ou pas, on peut peut-être juste aérer, essayer de réduire les odeurs, mais ne pas ajouter quelque chose. Pour les cosmétiques, c'est la même chose. Est-ce qu'on a besoin d'une crème anti-vergéture? Pas forcément, puisque les études montrent que finalement, les déterminants de l'apparition de vergéture, ça ne va pas être l'utilisation de crème ou pas. Donc, c'est déjà enlever ce dont on n'a pas besoin. Et une fois qu'on considère qu'on a besoin d'un produit, ça peut être un besoin avéré ou ça peut être un besoin personnel dans le sens où ça nous fait envie. Il y a des choses qu'on a envie de garder dans ses habitudes de vie parce que ça nous fait plaisir, parce que ça apporte du confort, du bien-être. Et ça, c'est important de le noter aussi. Une fois qu'on a acté que ce produit, on en a besoin, c'est de se dire, effectivement, est-ce que j'utilise tous les jours ou pas? Parce qu'on va d'abord changer les produits qu'on utilise tous les jours. Est-ce qu'on l'utilise sur une grande quantité de peau, comme tu l'as dit, ou sur une quantité restreinte? Est-ce que c'est une peau qui peut être lésée ou pas? Donc là, par exemple, quand on chemine, si on va prendre l'exemple du déodorant, on l'utilise tous les jours. C'est une petite surface de peau, mais qui peut être lésée. Donc, on va prendre quand même ça en considération. Et c'est un produit qui ne se rince pas.
donc avec un temps de contact sur la peau qui va être important, donc un risque de passage des substances. Donc si on suit ce raisonnement-là, on peut dire que pour une personne lambda, changer le déodorant, ça pourrait être le premier pas intéressant, pertinent en tout cas en termes d'exposition, pour cheminer vers une réduction des expositions aux polluants environnementaux. Changer son déo, ça peut être aller jusqu'à un label, par exemple un label bio, vérifier qu'il y a bien un cahier des charges et qu'on n'est pas face à du greenwashing où il va être écrit à l'huile d'amande douce bio, mais en réalité, il n'y aura que l'huile d'amande douce bio. Là, nous, on va vraiment informer sur les vrais labels, sur les cahiers des charges que ça implique. Et si on n'a pas envie d'aller jusque-là, ça peut être déjà de passer d'un format spray à un format bi, puisque le spray, en plus de l'appliquer sur la peau, on va l'inhaler. Donc finalement, on a une double exposition, et l'exposition par inhalation est vraiment pas nécessaire. Donc là, on va être sur déjà un changement de format et conseiller de passer sur un déodorant en bi, et dans l'idéal, bio. Donc ça, c'est un petit exemple concret parce que ça marque le côté déo, mais ça peut être appliqué à pas mal de choses pour savoir par quoi on démarre. Oui, c'est très appréciable dans le travail que vous produisez d'une manière générale, c'est son côté très référencé, fondé sur les preuves, enfin vraiment avec ce critère-là en tête. J'ai souvenir quelque chose qui m'avait marqué, je crois, dans une de tes interventions, tu citais des études qui suggéraient que un truc qui, moi, m'avait surpris. Je ne m'attendais pas que sur les femmes enceintes, on pouvait observer une surconsommation, enfin, ou une augmentation de la consommation de cosmétiques. Je m'y attendais pas du tout. On revient à la première étape de questionner le besoin. Donc finalement, c'était même de questionner un surbesoin ponctuel. Ai-je bien compris? Oui, par exemple, pendant la grossesse, là, ce qui ressort de cette étude-là, c'est des changements en termes d'utilisation de produits, en termes de quantité, de fréquence, et ce qui est davantage utilisé, ça va être donc les produits pour prévenir les vergetures, certains shampoings. Il y a des changements de texture chez les cheveux des femmes enceintes. Alors ça, c'est pas scientifiquement prouvé, ce que je suis en train de dire sur les changements de texture, mais c'est souvent ce qu'elles avancent. En retour Et en tout cas, d'expérience. il y a des changements de pratiques qui se font spontanément de la part des femmes enceintes par rapport aux produits capillaires. Et puis après, c'est aussi une période, je pense, où à partir du moment où elles sont en arrêt maternité, il y a un petit peu plus de temps pour prendre soin de soi. Donc la tendance, ça va être de se dire, peut-être je vais avoir le temps de plus faire mes ongles, de plus me maquiller. Ça peut être ce temps, il peut être dédié à ça, et c'est ce qu'on entend aussi beaucoup autour de nous. Prenez soin de vous. Mais il y a d'autres façons de le faire, par exemple avec des soins, avec des huiles végétales, des choses comme ça, sans aller jusqu'à l'utilisation de produits chimiques. Donc oui, il y a une surutilisation, et souvent elle est sous-estimée. Quand on questionne les personnes sur le nombre de produits cosmétiques qu'ils utilisent, on leur demande juste d'auto-évaluer. Ils vont pas tout compter, ils vont penser au shampoing, ils vont penser au savon, au déodorant, au parfum, ils vont nous dire, bon, on utilise 3, 4, et quand on fait la liste avec eux de tout ce qui est considéré comme un produit cosmétique, ils se rendent compte qu'ils arrivent facilement à 12, 15 produits cosmétiques. Et après, on amène avec eux une réflexion sur le nombre d'ingrédients qu'on a dans un produit cosmétique. Donc là, il y a les étiquettes. Tout le monde a déjà regardé sur son gel douche la taille de l'étiquette. On fait multiplier par le nombre de produits cosmétiques. Là, il y a vraiment une prise de conscience sur les substances qui vont être appliquées sur la peau au quotidien, et aussi sur le fait que sur une même surface de peau, on va superposer. Si on prend le visage, par exemple, pour les femmes qui se maquillent, il va y avoir parfois une première lotion qui va être utilisée, ensuite une crème, ensuite peut-être du fond de teint, de la poudre. Voilà. Et ça se cumule finalement, ces expositions. Ça fait un écho intéressant avec ce dont on parlait au début sur l'aspect fenêtre de vulnérabilité, une période de grande sensibilité, donc par écho, donc une période sur laquelle on doit prioriser nos efforts, sur laquelle on doit avoir un haut niveau de vigilance. Donc l'évolution qu'on souhaite, c'est plutôt à l'inverse. Oui. Ouais. Non, je voulais juste préciser, parce que j'aime bien cette expression utilisée par Santé publique France, de sobriété chimique. Donc sobriété des expositions finalement qu'on va avoir, et se dire de quoi on a vraiment besoin comme produit au quotidien, et de tendre vers cette sobriété d'exposition aux produits chimiques. Je trouve ça intéressant comme façon de voir les choses. Oui, dans cette même logique de diminution des expositions évitables, notamment auprès des femmes enceintes, ça m'intéressait d'avoir aussi ton regard sur une question qui revient souvent, c'est les gens qui sont dans l'entourage des femmes enceintes, donc par exemple un futur père, quoi. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme bonne pratique pour appuyer au mieux cette période de la grossesse? Mais je pense que l'idéal, quand on aborde cette question-là, c'est d'avoir les deux parents, parce que c'est vraiment des habitudes du foyer, des habitudes de la famille.
le but, c'est pas du tout d'augmenter la charge mentale des femmes enceintes. Donc, c'est vrai que le risque, si on a que les femmes enceintes, c'est que voilà, elles vont être très sensibilisées à tout ça, elles vont avoir envie de changer plein de choses. Le conjoint va pas forcément adhérer et finalement, elle va se retrouver elle-même à porter cette charge mentale en plus de tout le reste, des produits à choisir, des labels à vérifier, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment, dans tous les cas, d'avoir la famille au complet quand on aborde ce sujet-là et que justement ces tâches soient réparties. Si c'est plus le coparent qui cuisine, que ce soit lui qui fasse peut-être plus attention justement au choix des produits, à trouver des recettes de produits de saison, locaux. C'est que chacun, en fonction aussi de ses affinités sur les tâches du quotidien, sur les habitudes de vie de la famille, puisse intervenir. Il n'y a pas finalement un rôle plus important du coparent que du parent, à part pour ce qu'on met sur la peau, bien sûr, là c'est très personnel, mais pour ce qui va concerner les produits d'entretien, l'alimentation, l'idée c'est d'être sensibilisé, de discuter qu'est-ce qu'on a envie de faire ou pas dans nos habitudes quotidiennes, qu'est-ce qu'on peut changer, sur quoi au contraire on n'a pas envie de changer, parce que ça c'est vraiment un truc qu'on considère comme important pour nous. Je pense que voilà, c'est pas des rôles séparés, c'est vraiment une discussion en tout cas commune pour voir ce qu'on change ou pas et ce qu'on est prêt à faire. Dans ton discours, souvent, je crois percevoir entre les lignes que changer sur des choses significatives, c'est pas toujours simple. Et je sais que une des choses qui est appréciée dans les produits que vous générez, c'est ce côté accompagnement et prise en compte de ce qu'on sait aujourd'hui dans la littérature sur comment favoriser le changement. Est-ce que j'ai quelques éléments que j'ai retenus de tes interventions, mais est-ce que tu veux bien nous dire un peu les essentiels à tes yeux à connaître sur ces sujets de l'accompagnement au changement, d'une manière générale, de comment on peut favoriser pour soi, dans sa famille, quand on attend un enfant, des changements vertueux? Alors nous, en tant que relais aux professionnels de santé, on s'appuie beaucoup sur l'entretien Mmh. motivationnel. On est toutes formées à l'entretien motivationnel et on fait des formations professionnelles où on les sensibilise à cette question-là. Parce que pour nous, c'est indispensable. Alors il y a d'autres méthodes, mais en tout cas, nous, on considère celle-ci comme indispensable pour pouvoir sensibiliser dans le sens où il faut déjà savoir où se situe la personne dans le changement de comportement. Je ne sais pas si, par exemple, on veut parler de cette question-là à sa sœur ou à sa cousine qui est enceinte. Il faut déjà écouter la personne. C'est la première des choses en entretien motivationnel, c'est écouter, savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle connaît, est-ce qu'elle a des questions, est-ce qu'elle a des doutes, et tout ça va nous permettre après d'amener le sujet de la bonne manière. Si on ne fait pas ça, on risque de tomber à côté, de culpabiliser, de stresser, de faire peur. Si on écoute, on sait déjà si peut-être elle a toutes les informations, mais qu'elle a déjà une réflexion, elle ne veut pas changer de comportement, et dans ce cas, il faut respecter aussi sa décision. Peut-être qu'elle a des doutes et elle attendait justement d'avoir plus d'informations pour changer son comportement, que ce soit validé, de dire bah oui, moi, ma sage-femme, elle m'a dit ça, je l'ai entendu aussi dans une émission, voilà, de venir conforter un doute, ou alors il n'y a pas du tout de questionnement, elle pense que c'est un produit par exemple qui est très bon et elle n'a jamais eu d'informations contraires là-dessus. Et dans ce cas, il faut amener les choses vraiment doucement, semer le doute. On parle c'est beaucoup cette expression d'entretien motivationnel qui revient, semer le doute, ça veut dire qu'on va vraiment éveiller des soupçons, entre guillemets, sur un produit en discutant, en disant qu'il n'y a pas forcément que des retours positifs sur ce type de produit-là, en regardant un peu la composition, mais pas amener de but en blanc une injonction à faire telle ou telle pratique, à changer du jour au lendemain sur ses habitudes de vie, sachant que ce sont des expositions chroniques. Donc l'idée, c'est petit à petit de diminuer des expositions, d'agir sur un côté, puis sur un autre, mais il y a rarement d'urgence à arrêter du jour au lendemain telle ou telle habitude de vie. Donc c'est le mieux, c'est l'idéal. Mais dans la vraie vie, il vaut mieux aller au rythme des personnes pour qu'elles puissent changer de comportement en toute bienveillance finalement. Je crois que la notion d'entretien motivationnel, c'est à travers le projet fait la première fois que j'en ai entendu parler. Donc, et puis je crois que j'ai lu 5 ou 10 bouquins dessus. Ça m'a vraiment passionné comme sujet. Et, pour moi, c'était une complète découverte. C'est utile bien au-delà des sujets qu'on aborde ensemble. Et notamment, je trouvais que c'était particulièrement utile. Tu parlais d'aller à son rythme, enfin, pour gérer le potentiel de réactance de la personne. C'est-à-dire parfois, en voulant bien faire, en fait, on ancre la personne dans une pratique qui nous paraît pas la bonne. Voilà, je peux que recommander. Peut-être à ton initiative, je mettrai dans la description de la vidéo quelques références sur ces aspects pour les gens qui veulent approfondir. Oui.
Est-ce que, on a parlé de bonnes pratiques, est-ce que en miroir, tu aurais, en tête, des conseils, souvent donnés à tort, une fausse bonne idée, sur laquelle tu souhaiterais attirer, l'attention des parents qui nous écoutent? Oui, alors c'est marrant que tu poses cette question parce que justement les fausses bonnes idées, c'est des articles qu'on a développés sur nos réseaux sociaux. Donc régulièrement, 1 ou 2 fois par mois, on fait un petit article là-dessus parce qu'on sait que les jeunes parents, futurs parents sont vraiment des cibles marketing, hein. La période de la grossesse, c'est une période de changement de comportement. On le sait en termes de santé publique, mais je pense que les industriels, le savent aussi. Donc il y a tout un marketing autour du bébé, finalement, on crée des besoins d'achat de certaines choses qui ne sont pas forcément indispensables au quotidien. Donc, on essaye aussi de parler de ça sur nos réseaux, d'avoir des articles, par exemple, fausse bonne idée de cadeau à offrir à des jeunes parents. Souvent, on va offrir des parfums pour les bébés, alors que le parfum, c'est plutôt quelque chose qu'on va déconseiller parce que là, justement, c'est des composés organiques volatiles, donc le bébé va inhaler, ça peut être mis sur la peau. C'est quelque chose qui n'est pas indispensable et qui amène une exposition à des substances chimiques supplémentaires, alors qu'on peut offrir d'autres choses comme des lingettes lavables en coton, un biberon en verre. Voilà, on essaye de trouver des alternatives, de ne pas juste dire faut plus rien acheter, tout est mauvais, mais de se dire bah voilà, si ça doit être un cosmétique, peut-être qu'une huile végétale bio de bonne qualité pour masser le bébé, ça sera un achat finalement plus utile et meilleur pour la santé qu'un parfum. D'avoir à chaque fois finalement une proposition. Donc je dirais que je n'ai pas des choses que je vais déconseiller particulièrement, mais c'est toujours revenir à est-ce qu'on en a besoin finalement ou pas pour le bébé. Des fois, il y a vraiment que du marketing sans rien derrière. Je ne sais pas si on prend par exemple les lessives pour les bébés, marketer bébé, c'est vraiment le type de parfum qui va différer hein, dans la plupart des cas. Alors que si on prend une lessive avec un label bio, là, on sait que derrière, on a un cahier des charges. Donc, je ne dis pas que toutes les lessives pour bébés sont mauvaises, il y en a peut-être qui sont très bien, mais c'est qu'en l'absence de label, on n'a pas de garantie sur le cahier des charges. Ça, c'est ce qu'on essaye aussi de développer un petit peu comme esprit critique. Qu'est-ce qui est de la communication marketing? Qu'est-ce qui est un cahier des charges? Et je pense que c'est une logique à avoir pour se faire vraiment un avis objectif sur des produits qu'on va avoir au quotidien. Donc oui, voilà, le parfum, les lessives spécifiques pour les bébés. La vaisselle pour bébé, par exemple, il y a des choses qui sont très mignonnes, très colorées, mais c'est pas souvent des matériaux qui vont être forcément sains et stables et dans le temps et en contact avec des aliments chauffés. Alors que finalement, on peut utiliser une assiette toute simple en porcelaine qu'on a à la maison en l'âge en tout cas où le bébé n'est pas en mesure de la jeter par terre. Donc voilà, c'est toujours se questionner sur tout ça. Donc j'invite en tout cas les futurs et jeunes parents à suivre notre page Facebook ou Instagram parce qu'on aborde ça et chaque mois la Mutualité française Hauts-de-France fait un live justement en lien avec l'actualité pour voir les bonnes pratiques, les choses à éviter, les conseils, avec un temps de questions que vous pouvez poser en direct. Donc, par exemple, on fait ça pour les achats de Noël. Qu'est-ce qui peut être bien d'offrir? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Préparer sa valise pour la maternité, les conseils pour l'été. Voilà, c'est toujours en lien un petit peu avec l'actualité. Ouais, j'aime beaucoup la notion de liste de choses, de conseils, d'achat et de conseils de non-achat. Là, je trouve, c'est, vraiment intéressant. Tu, toujours cette idée de distiller des informations, de nourrir des réflexions dans cette liste de choses, potentiellement à offrir. Toi, tu conseilles des livres ou des, documentaires à des parents pour, qui veulent approfondir ou commencer à rentrer dans la thématique? Alors, j'ai pas forcément, moi, ces notions-là, parce que comme je m'adresse essentiellement aux professionnels de santé dans le cadre de mes missions, on a toute une biblio qu'on donne à la formation, des sites de référence officiels, mais qui vont être plutôt axés professionnels. Pour les futurs et jeunes parents, j'ai pas d'ouvrage écrit. Par contre, je conseillerais d'aller sur le site 1000 premiers jours de Santé publique France, qui est vraiment bien fait, où on peut naviguer dans une maison avec les différentes pièces, cliquer sur les objets, sur les meubles pour avoir en une phrase le conseil et qui est vraiment fait aussi de manière bienveillante, sans jugement, sans culpabilité et qui est très étoffé. Il y a donc ce format interactif dans la maison, des vidéos, des articles aussi sur les perturbateurs endocriniens et c'est aussi plus large que santé environnementale. Hein. Ça va sur les 1000 jours, vraiment la gestion des pleurs du bébé, le sommeil. Enfin, c'est très complet donc voilà, je conseille à tout le monde de s'y rendre. Ouais, je crois que la notion de non-culpabilité, le caractère non anxiogène, c'est quelque chose sur lequel, vous insistez beaucoup et on sent que c'est travaillé dans
dans ce que vous produisez, il y avait souvent aussi, je vois qu'il y a une attention qui est portée au côté accessible à tous des bonnes pratiques au maximum. Par exemple, quelle bonne pratique efficace et pas chère, je sais pas, moins de 10 euros, tu conseillerais à un parent pour protéger ses enfants des polluants du quotidien? Alors oui, nous, c'est vraiment un point qui est très important dans les valeurs du projet fait et quels que soient nos modes de transmission, que ce soit aux professionnels, aux futurs et jeunes parents, c'est que ce soit accessible financièrement, que tout le monde puisse mettre en place ces conseils et qu'on ne crée pas des inégalités sociales de santé. Donc le premier conseil qu'on va donner vraiment à tout le monde, c'est l'aération. J'en ai parlé tout à l'heure, je reviens dessus et je pense qu'on en parle à chacune de nos interventions, mais c'est efficace et accessible. Et ça agit pas que en plus sur la pollution chimique, ça va agir aussi sur la pollution biologique, c'est un vrai confort. Et des fois, juste les parents n'y pensent pas. Là, on est en été, c'est plus facile d'avoir les fenêtres régulièrement ouvertes. En hiver, souvent, il y a des craintes par rapport à ça, de se dire, bah voilà, le prix de l'énergie a augmenté, on est assez réfractaire à ouvrir les fenêtres. Donc, c'est aussi savoir comment aérer. L'hiver, on va conseiller des aérations courtes en grand, en sécurisant bien sûr, hein, pas avec l'enfant à côté, mais des aérations vraiment courtes en grand courant d'air. Et là, si on a un courant d'air, en 5 minutes, l'air peut être renouvelé et en 5 minutes, on n'a pas eu de surcoût de chauffage, on a coupé juste le chauffage 5 minutes, l'énergie est restée dans le bâtiment et ça n'occasionne pas de coûts supplémentaires. Donc c'est aussi outiller et les professionnels qui relaient et les futurs et les jeunes parents avec comment on fait pour justement enlever ces craintes, ces résistances liées aux dépenses que ça peut occasionner. C'est aussi retravailler les dépenses au sein du budget global. Par exemple, quand on va consommer des aliments de saison, ils vont être moins chers que les aliments qui ne sont pas de saison. Donc ça permet de dégager un petit peu de budget qui peut permettre de passer certains aliments en bio, par exemple ceux qui ne s'épluchent pas, parce que là, du coup, on ne va pas pouvoir empêcher la couche de pesticides, enfin la retirer. Donc voilà, on travaille beaucoup sur... Nous, on ne travaille pas directement sur le budget, mais l'idée, c'est qu'en tout cas, quand on applique les conseils, il n'y ait pas un surcoût à la fin. On a plutôt tendance à réduire les coûts puisqu'on a enlevé tout ce qui n'est pas indispensable. Hein. Quand on a enlevé déjà le parfum qu'on met sur soi, les parfums d'ambiance, qu'on a finalement voilà, enlevé quelque chose qu'on ne jugeait pas nécessaire et qu'on retravaille les achats, on est plutôt sur des économies à la fin. Oui, ça fait bien écho avec la notion de sobriété chimique que tu soulignais tout à l'heure. Je suis content que tu aies aussi abordé la notion effectivement de la crainte de la perte énergétique. Enfin, je crois que c'est un des deux arguments qui est sorti spontanément pour, peut-être pas contre, mais pour montrer une certaine réticence à aérer. Donc ce côté que les calories, elles sont avant tout de mémoire dans les murs et dans les meubles. Donc en fait, une fois que l'air a été renouvelé, il va rapidement se réchauffer par radiation issue de la chaleur et des calories qui sont stockées dans les murs et dans les meubles. Un autre frein que moi j'ai pu identifier avec les échanges que je peux avoir avec des parents autour de moi, c'est le côté j'ai peur que la pollution rentre. Je pense que c'est important aussi de souligner que en fait, les bâtiments sont absolument pas étanches, quoi. Donc la pollution qui est à l'extérieur, elle est à l'intérieur, et en plus avec d'autres choses, avec des sources d'émissions spécifiques à l'environnement intérieur, moins diluées parce que le volume est plus restreint. Et donc peut-être à part le moment où, de manière ponctuelle, il y a une pollution atmosphérique ponctuellement plus forte, genre si tu habites à côté d'un boulevard et que ponctuellement le matin ou le soir, voilà, mais sinon, à part l'ozone qui réagit avec les supports, enfin l'ensemble des polluants de l'extérieur se retrouve à l'intérieur. Je sais pas si c'est une réticence que tu rencontres aussi. Oui, on en parle, on a souvent la question, donc ça, on en parle aussi, on explique que justement, oui, cette pollution, elle sera de toute façon présente dans le logement et qu'elle s'ajoute à des sources de pollution spécifiques de l'air intérieur et à un confinement dans un espace plus restreint. Donc on explique que c'est pour ça que les concentrations, elles vont rapidement augmenter, alors qu'à l'extérieur, c'est dilué finalement dans un volume d'air beaucoup plus important. Et donc, c'est exactement ce que tu as dit, on peut adapter l'heure de l'aération pour dire d'être effectivement pas au moment où il y a un bouchon en bas de chez soi, si on est sur un boulevard avec les horaires de bus, les feux rouges, enfin voilà, quand tout est cumulé, c'est peut-être pas le moment le plus judicieux pour aérer. Donc c'est là-dessus qu'on peut essayer de trouver le meilleur moment, mais dans tous les cas, ça reste toujours bénéfique d'aérer son logement. Ok, Béni, très bien. Est-ce qu'il y aurait un sujet important pour toi et qu'on n'aurait pas abordé spontanément au cours des échanges?
pense qu'on a un petit peu tout balayé. Tu as évoqué tout à l'heure la culpabilité que ça peut engendrer. C'est vrai, quand on a des parents qui attendent leur premier bébé, il n'y a pas forcément cette culpabilité, mais ça peut être plus compliqué d'entendre tout ça quand on a déjà eu un enfant et qu'on se dit qu'on n'a pas forcément bien fait. Enfin, nous, on le voit, que ce soit avec les mères ou avec les professionnels, il y a une petite montée de stress. Donc, c'est de rassurer, de dire que voilà, à ce moment-là, les personnes ont fait avec les informations qu'elles avaient, avec les connaissances qu'elles avaient, avec les conseils qu'on leur transmettait, et elles ont fait au mieux en l'état des connaissances à l'époque pour leur enfant. Et c'est de se dire que c'est pas non plus une fatalité, que c'est pas parce qu'on a eu quelques comportements qu'on considère là comme défavorables pendant sa grossesse ou la petite enfance que c'est condamné et qu'on va porter ce poids toute sa vie. Ça joue dans le capital santé, mais il y a d'autres choses qui jouent aussi. On a parlé tout à l'heure des expositions positives. L'allaitement, ça va être justement un facteur protecteur. Par la suite, une bonne alimentation diversifiée, équilibrée, une activité physique, l'absence de tabac, toutes ces choses-là vont vraiment jouer et vont permettre de rattraper des expositions qui auraient pu être délétères. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas se culpabiliser, de se dire tout ce qu'on met en place, c'est bien, c'est des choses qui vont favoriser une bonne santé, mais ne pas s'ajouter du stress dans une période qui l'est déjà, la grossesse. On sait que ça peut être potentiellement déjà source de stress pour des parents, donc ne surtout pas en rajouter. Ok, très bien. Pour ceux qui veulent suivre ton travail ou ce que produit le projet fait, donc tu as parlé d'une page Facebook, une page Instagram. Je crois que tu as aussi des différents types de Oui, supports. c'est ça. On pourra mettre les références dedans. Donc, pour les futurs et jeunes parents sur Facebook, Instagram, on a aussi des outils. Donc, un petit livret avec tous les conseils. C'est rédigé en facile à lire et à comprendre. Donc, pour les personnes qui ne maîtrisent pas forcément la lecture ou qui n'ont pas le français comme langue maternelle, c'est vraiment très accessible. Après, il y a des supports plus détaillés pour ceux qui ont davantage de questions. On a des fiches plus complètes avec vraiment les labels, les recommandations plus approfondies. Tout ça, c'est téléchargeable sur notre site internet, donc projetfait.fr. Et puis, on pourra remettre les références. Et s'il y a des professionnels qui écoutent également le podcast, on a donc un site internet avec nos dates de formation, nos webinaires, les outils à télécharger. On est présent dans différentes régions en France, sous des modalités qui peuvent être parfois un petit peu différentes en termes d'intervention. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur le territoire en lien avec les mutualités françaises et avec des actions qui sont souvent gratuites, puisqu'on a des financements de Santé publique France, des agences régionales de santé, certains conseils régionaux, ce qui nous permet de pouvoir proposer du contenu scientifique de qualité et de manière accessible, que ce soit pour les futurs et jeunes parents ou les professionnels de santé. Ok, mais je mettrai tout ça dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent approfondir et suivre ça. Un grand merci, Mélanie, pour les informations intéressantes, les bonnes pratiques utiles. Et voilà, je te dis au plaisir de te croiser à une prochaine journée technique. Merci à toi également. Voilà pour cet entretien. S'il vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.